Bienvenue, c'est la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Et voici le sommaire de ce jour-là. Rien ne semble encore pouvoir faire céder l'Iran, ni la pression militaire, ni le risque d'une reprise de la contestation. Téhéran réaffirme au nez des Américains qu'il ne renoncera pas à son programme nucléaire. Hors de question d'abandonner l'enrichissement d'uranium. Quel bilan pour les discussions indirectes à Oman ce week-end? L'armada américaine est toujours en tout cas déployée dans le Golfe. Washington semble même renforcer ses troupes, négocier, temporiser et menacer. Donald Trump ne ferait-il que gagner du temps? Israël peut-il justement se permettre d'attendre les derniers développements de ce compte à rebours de la peur au Moyen-Orient? Autre dialogue de sourds, celui qui entoure l'avenir de la bande de Gaza. Alors qu'Israël exige la disparition politique et militaire du Hamas, la Turquie d'Erdogan avance ses pions. Ankara parle de reconstruction et de réconciliation interpalestinienne. Mais les signaux s'accumulent. Rencontre assumée avec les leaders du Hamas, pression sur Ramallah, diplomatie parallèle auprès des Américains. L'objectif des Turcs serait d'imposer le mouvement terroriste comme acteur incontournable. Presque en écho, Khaled Meshal, cadre historique du Hamas, répète son refus catégorique de désarmer. La reprise de la guerre, là aussi, n'est peut-être plus qu'une question de temps. Et puis notre dossier de la semaine, de la résilience, un sens de l'adaptation et puis une part de miracle. L'économie israélienne continue de fasciner et de déjouer les modèles et les prévisions. Comment un pays relativement isolé, aride en grande partie, a su bâtir un modèle efficace et performant. En témoigne la vigueur actuelle du shekel, y compris en temps de guerre. Du communisme des kibboutz au libéralisme débridé de Tel Aviv, de l'agriculture à la tech, en passant par le gaz ou les diamants, immersion et tentative d'explication du phénomène en 5 épisodes. Et voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Jusqu'où le bras de fer États-Unis-Iran pourra-t-il se cantonner à une guerre des nerfs? Les espoirs étaient minces à l'orée de cette reprise timide du dialogue ce week-end à Oman. Les perspectives sont toujours aussi floues au vu des déclarations des uns et des autres et surtout de l'état de préparation militaire de part et d'autre autour du Golfe. Alors le principal objet des discussions est aussi le principal point de blocage. Téhéran n'entend pas, on le disait, céder sur son programme nucléaire. État des lieux d'abord en images avec Chani Guidalia. Éviter la guerre ou se préparer au pire. À Oman, Américains et Iraniens ont renoué le dialogue ce week-end. Les négociations qui ont duré près de 8 heures ont débuté de manière indirecte. Plus tard dans la journée, Steve Witkoff et Jared Kushner se sont entretenus directement avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Mais leur divergence reste importante. Washington veut stopper le programme nucléaire iranien, contenir la menace militaire et réduire l'influence régionale de Téhéran. De son côté, l'Iran exige la levée des sanctions et refuse toute remise en cause de ses capacités balistiques. Téhéran maintient également son droit à poursuivre un enrichissement d'uranium limité. L'enrichissement est important, mais il est encore plus important que la République islamique d'Iran prouve qu'elle ne reçoit d'ordre de personne et qu'elle n'accepte la domination de personne. Les États-Unis craignent notre bombe atomique, mais nous ne cherchons pas à nous en procurer une. Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas. Nous sommes un peuple de diplomatie, mais nous sommes aussi un peuple de guerre. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous sommes prêts à combattre si nous sommes provoqués. Donald Trump s'est quant à lui voulu optimiste. Il a déclaré que les discussions menées par les États-Unis avaient été très fructueuses et que d'autres étaient prévues en début de semaine prochaine. Il a ajouté que l'Iran devrait souhaiter parvenir à un accord car une armada américaine se trouvera bientôt près de ses côtes. Dans le même temps, Washington muscle son dispositif militaire au Moyen-Orient. Les forces américaines ont été déployées par voie aérienne à la frontière entre le Turkménistan et l'Iran, ainsi qu'en Arménie. Les systèmes THAAD et Patriot ont également été déployés pour protéger une vingtaine de bases américaines au Moyen-Orient. Un pont aérien a aussi été mis en place ces derniers jours entre les États-Unis et l'Europe afin d'acheminer du matériel vers les bases américaines de la région. Les États-Unis entament désormais la phase B du déploiement de leurs forces au Moyen-Orient. L'ensemble des forces nécessaires pourrait être déployées dans la région d'ici 2 à 3 semaines. À ce stade, les États-Unis seraient en mesure de lancer une offensive et lorsque toutes les forces seront présentes au Moyen-Orient, l'opération pourrait prendre une ampleur bien plus importante. Malgré les tentatives de parvenir à un accord, les États-Unis et Israël continuent de se préparer à l'éventualité d'un échec des négociations. Benjamin Netanyahou, qui devait se rendre aux États-Unis la semaine prochaine, a avancé son départ. Il devrait décoller mardi matin et rencontrer Donald Trump à Washington mercredi. Benjamin Netanyahou et le président américain devraient également aborder, lors de leur rencontre, les plans et actions conjoints en matière de défense et d'attaque, ainsi que la coordination entre les deux pays.
Alors justement, on comprend que pas mal de choses pourraient se décider dans le courant de cette semaine à l'occasion de cet énième déplacement de Binyamin Netanyahou aux États-Unis. Des experts pour nous éclairer ce soir. Bonsoir, Avi Pazner. Merci à vous. David. On nous présente plus ancien ambassadeur d'Israël en France et ancien conseiller à l'ambassade d'Israël à Washington. Et puis Mathias Inbar, notre expert défense. Bonsoir Mathias. D'abord, Avi Pazner, pourquoi ce rendez-vous décidé en dernière minute, visiblement à Washington, entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou? L'enjeu, vous pensez que ce sera essentiellement l'Iran, préparation de la guerre peut-être? L'Iran, oui, certainement. Comme vous le dites, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Que Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, qui devait être aux États-Unis la semaine, je crois, prochaine, la semaine prochaine pour AIPAC, et voit Trump, n'attend pas la semaine prochaine, mais décide d'aller mercredi à Washington. C'est urgent, c'est même dramatique, David. Et je crois qu'il y a une bonne raison à cela, que les échos qui parviennent à Netanyahou du début des négociations entre les États-Unis et l'Iran ne lui plaisent pas du tout. Et que quand l'Iran déclare maintes fois de la bouche de son ministre des Affaires étrangères que le seul sujet sur la table est le sujet de l'enrichissement de l'uranium, alors qu'il y a d'autres sujets tout aussi importants, comme les missiles balistiques, comme les proxys et le terrorisme de l'Iran. Et ce n'a pas été démenti par les Américains. Witkoff et Kushner n'ont pas démenti cela. Donc je crois que c'est là la raison qui préoccupe Netanyahou. Et il fait très bien d'aller voir Trump, parce avec tout le respect que l'on doit à Witkoff et Kushner, qui sont des amis d'Israël, peut-être n'ont-ils pas l'envergure nécessaire pour négocier face à des Iraniens qui négocient depuis 7000 ans. Ouais, c'est vrai. Alors, je crois que Netanyahou a trouvé juste d'aller voir Trump personnellement pour essayer de le convaincre de remettre sur la table tous les dossiers qu'il faut. Ouais, vous avez raison de souligner ça. Kushner et Witkoff, des spécialistes de l'immobilier qui négocient en ce moment sur l'Ukraine, sur Gaza et aussi sur l'Iran. Alors justement, Mathias Inbar, important aussi cette réunion du cabinet de sécurité. En amont de ce déplacement, encore une fois aux États-Unis, de Netanyahou, apparemment l'appareil de défense israélien redoute une action qui serait trop limitée de la part des États-Unis et plaiderait pour une action un petit peu en solo de la part d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? L'opération Soleil ne pourra pas voir le jour, à moins effectivement que la menace soit immédiate concernant les tirs de missiles. En revanche, c'est une évidence que l'appareil sécuritaire voit bien que les deux que vous venez de citer sont en train d'essayer de trouver des idées de négociation, alors qu'en face, on a des idées arrêtées. Et ça, c'est la vraie différence en termes de négociation. La dernière idée, justement, ou la nouvelle idée des Américains, c'est de proposer, par exemple, de limiter le programme balistique iranien, non pas l'arrêter, mais le limiter, et surtout de faire en sorte qu'il y ait des missiles balistiques d'une distance de 500 km. Pourquoi ? Parce que le point le plus proche d'Israël géographiquement, c'est 1000 km d'Iran. Or, si vous laissez des missiles de 500 km, mais qu'en même temps, vous ne réglez pas le problème des proxys, de cette toile d'araignée... On va voir la carte, justement, Mathias. On va la voir, la carte. De cette toile d'araignée pensée par les gardiens de la Révolution, demain, ces missiles de 500 km vont se retrouver à Gaza, au Liban, en Syrie et dans d'autres zones où il y a des proxys. Donc, ils seront capables d'atteindre Israël. Regardez ces points. Pourquoi c'est important, David ? Parce que ces points représentent des 10 à 19 bases permanentes américaines dans la région. Au moment où les Iraniens disent « si vous bougez le petit doigt », et ils le disent aux États-Unis, comme on ne peut pas géographiquement atteindre le territoire américain, donc on frappera vos intérêts. Les Israéliens sont plus ou moins protégés. Or, les bases qui se trouvent en Syrie, au Koweït, à Dubaï, au Bahreïn, au Qatar, en Jordanie aussi, ne peuvent pas être protégées par un système de défense anti-aérien. Et donc, c'est la raison pour laquelle Donald Trump est obligé de revoir sa copie et penser à une frappe. Souvenez-vous, la semaine dernière, quand je vous parlais de frappe régionale, de programme régional. C'est exactement pour faire face à cela. Alors c'est ça justement, Mathias. Volonté des Américains, évidemment, de protéger leur base. Ce sera une course contre la montre, on peut le dire. Ce sera qui va frapper le premier quelque part. C'est-à-dire qu'il faudra viser d'abord les lanceurs et les sites de missiles balistiques iraniens. C'est là-dessus que ça va se jouer. Et donc sur le renseignement ?
comme cela s'est passé pour la guerre des 12 jours, comme les frappes préventives israéliennes qui frappent d'abord les lanceurs et les missiles pour éviter que le ciel israélien soit inondé. Je lance un message d'alerte et peut-être que M. Avi Pazner, l'ambassadeur, qui a plus d'expérience, bien évidemment, que nous tous ici, pourra déceler les mots choisis par les Iraniens. Les Iraniens font exactement la même chose que Nasrallah. Souvenez-vous, lorsque Nasrallah disait « Attention, je vais inonder le ciel israélien », tout de suite, les Israéliens avaient peur. C'était l'ancienne doctrine. Les Iraniens font exactement la même chose avec Donald Trump et ça marche. Force est de constater avec que ça aussi, marche. d'ailleurs, on a vu une affiche aujourd'hui à Téhéran, une affiche qui montre justement quasiment tout le pays d'Israël qui serait visé par des missiles balistiques. Alors justement, on comprend, Avi Pazner, que Israël et les États-Unis n'ont plus forcément les mêmes intérêts, voilà cette affiche aujourd'hui, face à l'Iran. Israël, c'est un petit peu priorité au balistique, les USA, c'est priorité au nucléaire, et puis, comme on le disait, Mathias, la semaine dernière avec vous, priorité à sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est là-dessus justement qu'il peut y avoir une incompréhension entre les intérêts israéliens et américains ? Je crois que, grosso modo, les intérêts israéliens et américains sont les mêmes. Sur l'essentiel. Sur l'essentiel, sont les mêmes. Sur le nucléaire, ce sont exactement les mêmes. Là où je crois qu'il y a peut-être une différence, c'est sur la question, justement, des missiles balistiques. Mathias vient de dire qu'on voudrait limiter, les Américains voudraient limiter les missiles à 500 km. Pour Israël, ce n'est pas bon. Pour Israël, vous pouvez placer des missiles chez les alliés de l'Iran, chez le Hezbollah, chez les Houthis, ils arriveraient ici. Donc là, il faut avoir une stratégie commune. Et quand on a une stratégie... Vous savez, je viens de relire la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les rencontres entre Churchill, Staline et Roosevelt, il faut que les alliés toujours se concertent et travaillent ensemble. C'est extrêmement important. Donc, je crois que cette visite de Netanyahou est plus importante que toutes les autres visites parce que nous sommes peut-être à la veille d'une guerre. Et là, il faut qu'Israël et les Américains soient complètement d'accord sur la stratégie et plus que sur la stratégie, même sur l'aspect tactique. Alors, c'est ça. C'est urgent, à mon avis, et c'est pour cela que le Premier ministre se rend une semaine avant qu'il le faudrait, se rend aux États-Unis. Cela souligne, David, cela souligne l'urgence de cette rencontre. Et je dirais encore un mot sur les missiles. Je crois, Mathias, vous savez mieux que moi, jusqu'à juin dernier, en Israël, on pensait surtout au nucléaire et moins aux missiles. Bien, en juin dernier, on pense autant aux missiles qu'au nucléaire. La presse. Malheureusement, la presse. Enfin, je ne veux pas incriminer certains de mes confrères, mais la presse a gonflé le problème du nucléaire et a mis de côté ce que les experts disaient depuis des années, que les programmes balistiques est aussi dangereux que le programme nucléaire. On va se répéter peut-être, mais un missile intercontinental prêt à être envoyé par l'Iran ou le programme satellitaire de l'Iran, qui était pensé par Ali Khajizadeh, qui était le chef, qui a été éliminé pendant la guerre des 12 jours, c'était aussi le programme spatial. Le programme spatial a été presque réduit à néant en raison de la guerre des 12 jours, mais changer une ogive, à partir du moment où vous avez une capacité nucléaire et une capacité spatiale ou intercontinentale, c'est une question de semaines. Effectivement, donc saturer, c'est l'objectif, saturer les défenses antimissiles israéliennes. En tout cas, c'est ça, ce sera la question d'ailleurs tout au long de cette semaine. Est-ce qu'Israël doit et peut agir seul ? Est-ce que le feu vert américain, ça sera total ou pas ? On le verra à l'occasion de cette visite donc, de Binyamin Netanyahou à Washington. Merci beaucoup à tous les deux, Avi Pazner, Mathias Inbar. Et ce soir, dans le journal de Dror Ben Sapir, 21h, heure de Paris, ne manquez pas l'interview exclusive de Farah Pahlavi, la dernière impératrice d'Iran, dernière épouse du Shah. Elle a accepté de répondre pour i24 News aux questions de Christian Mallard. Et je vous propose d'écouter un court extrait. Mon fils a toujours affirmé que son ambition n'est pas le pouvoir, mais le service. Les priorités seraient dans restaurer la souveraineté du peuple iranien, garantir les libertés fondamentales et l'intégrité territoriale de l'Iran, séparer la religion de l'État et reconstruire des institutions
sur des bases démocratiques. L'avenir de l'Iran doit être décidé par les Iraniens eux-mêmes. Voilà, retrouvez donc en intégralité cette interview exclusive de Farah Pahlavi par Christian Mallard dans le journal de 21h, heure de Paris. On va se pencher à présent sur l'autre front, presque en symétrie d'ailleurs de l'Iran. À Gaza, le Hamas, autre ennemi juré d'Israël, refuse de céder sur la question de son désarmement. Et là aussi, ce qui se profile, c'est le risque d'une reprise de la guerre. Un pays qui tente de peser sur les événements en ce moment, c'est la Turquie, à contre-pied de Jérusalem. Ankara fait tout pour imposer le Hamas en tant qu'acteur incontournable dans le cadre de l'avenir du territoire. On voit cela d'abord avec Shani Guidalia. La Turquie avance ses pions sur le dossier palestinien. En coulisses, Ankara prépare déjà l'après-Gaza. Selon plusieurs sources diplomatiques, le gouvernement d'Erdogan a mené ces dernières semaines des discussions intensives, à la fois avec le Hamas et avec l'autorité palestinienne. Officiellement, il est question de reconstruction et de réconciliation intra-palestinienne. Officieusement, l'enjeu est clairement politique. La première étape de cette initiative a été révélée par des publications officielles en provenance d'Ankara. Les 25 et 26 janvier, des rencontres ont eu lieu entre le ministre turc des Affaires étrangères et de hauts responsables de la direction du Hamas. Ces réunions ne relèvent pas de la routine diplomatique, elles traduisent une politique délibérée d'Ankara à l'égard du Hamas. Peu après, le 6 février, le consulat de Turquie à Jérusalem a multiplié les contacts avec l'autorité palestinienne. Selon les communiqués, les échanges ont porté sur la réconciliation intra-palestinienne, la prochaine étape du processus politique et des arrangements politiques globaux. Une combinaison de rencontres politiques qui dessine une image plus large et plus claire. La Turquie exercerait une pression sur la direction de l'autorité palestinienne afin qu'elle accepte le Hamas comme partenaire légitime dans tout mécanisme palestinien unifié. Pour Ankara, il s'agit d'une manœuvre stratégique. La Turquie cherche à s'imposer comme un acteur central du dossier palestinien, une politique qui s'inscrit dans la volonté d'Erdogan de renforcer l'influence régionale de son pays au risque de heurter fortement les intérêts sécuritaires d'Israël. En effet, côté israélien, l'inquiétude est forte. Toute tentative d'intégrer le Hamas dans un dispositif politique futur est perçue comme une ligne rouge. D'autant que, selon des publications de la police israélienne, certaines armes saisies à Jérusalem seraient d'origine turque, un élément qui renforce les soupçons sur l'implication indirecte d'Ankara. Le rôle trouble de la Turquie d'Erdogan. Pour aller plus loin, Jonathan Serrero nous a rejoint. Bonsoir Jonathan sur ce plateau. Un commentaire d'abord sur la Turquie. Le gros problème en ce moment, on pourrait dire pour Israël, c'est que justement Erdogan a l'oreille plus ou moins de Donald Trump. On le voit, la Turquie place ses pions du côté de la bande de Gaza, place ses pions du côté de Ramallah, comme on vient de le voir dans le reportage de Shani Guidalia. Elle place ses pions aussi en Iran. Et elle place ses pions aussi dans le Golfe Persique avec cette rencontre qui a eu lieu la semaine dernière entre Recep Tayyip Erdogan, le président turc, et Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il faut comprendre pourquoi la Turquie place ses pions dans la région. Selon les renseignements israéliens, la Turquie craint un conflit régional qui verrait une déstabilisation interne au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Pourquoi ? Car aujourd'hui, si demain il y a un conflit entre Téhéran et Washington, alors cela affaiblirait la Turquie diplomatiquement. On regarde des efforts qui ont été menés par Ankara durant ces dernières semaines. Impact aussi démographique au regard de la question des réfugiés qui pourrait en découler avec un conflit du côté de l'Iran. Et il faut prendre aussi en compte la question kurde du côté de la Syrie, où là aussi la Turquie est très présente. Il y a la question aussi économique, puisque la Turquie est très dépendante du gaz et du pétrole des monarchies du Golfe. Il y a aussi des relations avec Israël qui sont à prendre en compte. Donc la Turquie a choisi un sujet qui cimente les relations entre tous ces acteurs, la question palestinienne, où là, il y a une alliance je dirais, d'intérêt entre les différents pays, que ce soit avec la Turquie, l'Arabie Saoudite, contre Israël. Et vous l'avez dit, la Turquie bénéficie des bonnes relations entre Recep Tayyip Erdogan, le président turc, et Donald Trump, et compte faire avancer ses positions sur les questions diplomatiques, qui est l'angle mort israélien. Ces questions diplomatiques, c'est l'angle mort israélien, c'est le point faible d'Israël au regard de la puissance militaire de l'État hébreu dans la région. Effectivement, donc c'est intéressant. Il y a une composante, on va dire, de politique interne, de communication interne dans ces postures de la Turquie. Jonathan, on vient aussi avec vous sur ces déclarations de Khaled Meshal, cadre historique du Hamas. Aucune chance, selon lui, de voir son mouvement déposer les armes.
Oui, c'est ce qu'il a affirmé au forum Al Jazeera du côté de Dubaï, qui réunit les principaux hauts responsables des monarchies arabo-musulmanes du Golfe. Et Khaled Mashal, c'est un haut responsable du Hamas, c'est l'ancien chef du bureau international de l'organisation terroriste palestinienne. Et pour lui, pas question de voir le Hamas déposer les armes. Il a eu ces déclarations, criminaliser la résistance, ces armes et ceux qui l'ont mené est quelque chose que nous ne devrions pas accepter, où il a déclaré tant qu'il y a une occupation, il y a de la résistance. La résistance est le droit des peuples sous occupation. Il n'a pas, écarté l'idée d'éliminer Israël dans la région. Et pour le moment, il y a des discussions sur le désarmement du Hamas. Le Hamas serait prêt à remettre les armes lourdes, les roquettes, les missiles et des armes moyennes, mais pas sur les questions d'armes légères. La semaine dernière, Benyamin Netanyahou, et je terminerai sur ce point, a déclaré qu'il n'y aurait pas de reconstruction de la bande de Gaza si le Hamas ne déposait pas les 60 000 Kalachnikov qui détenaient dans la bande de Gaza. Ouais, donc c'est l'autre partie de poker menteur du moment. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. On va s'arrêter sur un autre moment de cette séquence sur Al Jazeera, l'intervention de la rapporteure spéciale des Nations Unies. Elle n'est plus à un scandale près. Francesca Albanese, on commence à la connaître, rapporteure de l'ONU, a donc affirmé lors de ce forum d'Al Jazeera que l'humanité avait désormais un ennemi commun, devinez, Israël. On parle d'une figure connue pour ses positions farouchement hostiles à Israël, malgré son statut officiellement neutre, puisque élément officiel des Nations Unies. Avec nous pour les 3 questions ce soir, Anne Herzberg, bonsoir et merci à vous. Vous êtes directrice de NGO Monitor. Alors, une rapporteuse spéciale de l'ONU qui désigne un État membre quand même comme ennemi commun de l'humanité. Est-ce que c'est encore compatible avec l'obligation de neutralité, d'impartialité qu'on pourrait espérer de son mandat? En gros, elle exclut là Israël de l'humanité, en fait. Écoutez, ça a été particulièrement scandaleux comme commentaire d'Albanese, mais ce n'est pas la première fois qu'elle dit des choses de ce type. Elle a parlé du lobby juif et elle a fait beaucoup d'autres déclarations qui sont allées bien au-delà de ce qu'elle est censée faire dans sa position de rapporteur spécial de l'ONU. Et c'est pourquoi son mandat n'aurait jamais dû être renouvelé. Pourtant, en avril, dans un processus rapide, elle a été reconduite dans ses positions, bien qu'elle ait été condamnée pour antisémitisme par beaucoup de pays. Et c'est simplement, c'est scandaleux et ce commentaire est intolérable. Ouais, vous direz qu'elle a carrément franchi la ligne de l'incitation à la délégitimation d'un État-nation quelque part, et même peut-être au passage alimentation d'antisémitisme de sa part. Mais oui, à 100%. C'est scandaleux à tous les niveaux. D'abord, bien sûr, pour le fait qu'elle nourrit l'antisémitisme. C'est le genre de choses qu'on lisait dans le Stürmer dans les années 30, dans la publication nazie. C'est aussi un appel à la violence, parce que si vous dites qu'Israël est l'ennemi de l'humanité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec l'ennemi de ce type? Eh bien, vous l'attaquez, vous le défaites, vous essayez de le vaincre. Et donc, elle n'est pas seulement en train de faire des discours de haine, elle appelle à la violence contre Israël. Ouais. D'ailleurs, elle s'affiche aux côtés de Khaled Meshal, donc architerroriste, cadre du Hamas, qu'on connaît bien lors d'un forum organisé encore une fois par Al Jazeera. Ce média, d'ailleurs, tout comme l'ONU, est-ce que vous pensez qu'il se rende coupable de complaisance avec le terrorisme aujourd'hui? Encore une fois, je pense que cela montre l'influence du Qatar sur l'ONU. Si vous regardez le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où Albanese est le rapporteur spécial, eh bien, le nouveau comité a été financé par le Qatar. Et donc, le fait que Al Jazeera, qui est la télévision du Qatar, organise cette conférence avec les plus grands violateurs des droits de l'homme, comme Khaled Mashal, ancien ministre de l'Iran, et donc une officielle des droits de l'homme de l'ONU se présente à cette conférence avec ce type de personnes. Ça montre simplement que le Conseil des droits de l'homme n'a absolument rien à faire dans ce domaine. Et donc, cela montre, et donc il faudrait la faire démissionner, mais qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Il va falloir attendre et voir venir. Voilà, ça va pas l'air de déranger plus que ça les Nations Unies. Merci beaucoup à vous, Anne Herzberg, pour cette analyse en 3 questions ce soir dans la grande édition.
En lien également avec Gaza, les suites du 7 octobre et la question importante des responsabilités en Israël. Pour Yoav Gallant, ex-ministre de la Défense, le récent rapport publiant des extraits de discussions entre les échelons politiques et militaires construit un récit trop avantageux pour Binyamin Netanyahou. Il affirme, Yoav Gallant, que le Premier ministre a menti. Alors comment trier la volonté de faire la lumière et celle de régler des comptes personnels? Les explications d'abord de Jonathan Serrero. Un menteur, c'est en ces termes que l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant a qualifié le Premier ministre Netanyahou. Il accuse le chef du gouvernement israélien d'avoir inventé de toutes pièces les révélations des comptes rendus de leurs discussions tenues avant le 7 octobre 2023. Le Premier ministre Netanyahou manipule l'opinion publique. Il a pris des extraits de débats, de procès sur de longues périodes. Il les a assemblés et il les a transformés en informations. Regardez, je respecte l'institution du Premier ministre. Je ne pense pas devoir venir ici en studio et dire « Notre Premier ministre est un menteur, il ment ». Lors des débats jeudi en commission des Affaires étrangères et de la Défense, le Premier ministre Netanyahou a révélé le contenu d'une autre réunion organisée le 12 septembre 2023 en présence du ministre de la Défense. Selon le chef du gouvernement israélien, Yoav Gallant lui aurait indiqué que la situation sécuritaire était stable dans la bande de Gaza et qu'une intervention militaire était inutile. Benyamin Netanyahou a lui aussi assuré s'être rendu à la Kiryat, le quartier général de la Défense à Tel Aviv, dès 8 h le matin du 7 octobre 2023, une version démentie par Yoav Gallant. Le 7 octobre, à 9 h du matin, j'ai terminé d'évaluer la situation avec Tsahal. Netanyahou n'était pas encore arrivé à la Kiryat, au QG de la Défense. J'ai alors déclaré 3 choses. Premièrement, nous sommes en guerre. Deuxièmement, mobilisez tout le monde, réservistes et militaires de carrière. Et troisièmement, assurez-vous qu'ils partent aussi bien au nord qu'au sud. Je me suis adressé au public, j'ai donné des explications. Et lorsque j'ai terminé, sachant que la population attendait quelque chose, le Premier ministre n'était toujours pas arrivé à la Kiryat. Lors des discussions, il a déclaré « J'ai pris des décisions vers 8 h ou 9 h du matin ». Mais il n'était pas là. L'autre point de discorde entre les deux hommes concerne la procédure d'élimination de l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Benyamin Netanyahou reproche à Yoav Gallant d'avoir certes voulu éliminer l'ancien responsable terroriste, mais tout en alertant l'administration Biden au préalable. Le 25 septembre, tard dans la nuit, le cabinet se réunit. 5 ministres sont favorables à l'élimination de Nasrallah et à l'autorisation donnée au Premier ministre et au ministre de la Défense. 2 s'y opposent. Le 3e ne s'est pas encore exprimé. Je dis à Netanyahou, prenez une décision, vous avez la majorité. Netanyahou a ensuite tenu une réunion. Je lui ai dit de se dépêcher car Nasrallah allait nous échapper. Il a attendu le lendemain pour donner son feu vert en me disant qu'il était d'accord avec moi. Yoav Gallant a démissionné de la Knesset en janvier 2025 après avoir été limogé par Benyamin Netanyahou à la fin de l'année 2024. L'ex-ministre de la Défense fait l'objet d'une procédure d'exclusion au sein du Likoud. Eh bien, ce sera le parti pris de cette édition. On accueille ce soir Ariel Kahana. Bonsoir, merci à vous, correspondant diplomatique pour Israël. Ayom, toujours un plaisir. Alors, qui savait quoi? C'est la question centrale. Qui savait quoi? Est-ce que Binyamin Netanyahou disposait vraiment des bonnes informations le 7 octobre 2023? Le 7 octobre 23, Netanyahou n'avait pas l'information nécessaire. Écoutez, tout le système de sécurité, tout le système politique israélien, je dirais presque tout l'État d'Israël avait les yeux fermés. C'est un échec du renseignement total et complet du point de vue du Hamas et de notre point de vue. La question ne se pose même pas. Et je peux peut-être citer la ministre Strouk qui a envoyé des lettres à Netanyahou et à Gallant avant la guerre en disant que le Hamas allait attaquer. Et donc, il y en a qui pensaient que ça allait arriver, mais c'est quand même une catastrophe tellement énorme que personne n'avait prévu, je dirais même plus. Ces personnes qui ont prévenu étaient des outsiders. Le système de sécurité, le système politique et du renseignement étaient tous totalement aveuglés. Et donc, le document, je ne sais pas si vous voulez vous en parler, vous voulez en parler, mais le document de Netanyahou est justifié en fait, parce que depuis la guerre, il y a eu une campagne dans la presse israélienne de toutes sortes de gens du système de sécurité qui ont essayé de changer l'histoire en disant on a prévenu, on a essayé de liquider, Bibi l'a pas permis. C'est faux. Ils ont fait une campagne mensongère contre le Premier ministre, c'était une campagne erronée et notre système de sécurité, je m'en souviens très bien, disait le Hamas est dissuadé. Tout le monde pensait que le Hamas était dissuadé et Netanyahou aussi.
alors le système de sécurité essaie de se laver de cela. C'est faux. Est-ce que Netanyahou n'est pas responsable? Cela veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que Netanyahou n'a pas commis d'erreur et n'a pas commis d'erreur monumentale? Non, c'est faux. Évidemment, il est Premier ministre, il est donc responsable, il ne pourra pas y échapper. Pas seulement il est responsable, il a été le Premier ministre depuis 2009 et jusqu'au jour du massacre, sauf un an au milieu. Et donc c'est lui qui a mis en place la politique de sécurité d'Israël toutes ces années-là. Et c'est lui qui a permis au Hamas, au Hezbollah, de croître et de se développer à leur taille monstrueuse. Et donc, est-ce que les gens du système de sécurité l'ont induit en erreur? Oui, certainement, mais lui aussi a commis de très nombreuses erreurs. Donc c'est ça, échec collectif, militaire et politique doivent assumer, on le comprend de ce que vous dites, parce que quelque part, le risque à terme, c'est qu'il y ait une crise de confiance entre justement les échelons politiques et militaires, et puis avec le public aussi. C'est quelque part ça l'enjeu à terme. Absolument. Et c'est ce qui se passe. Il y a une crise de confiance entre le grand public et le système de sécurité. Vous entendez souvent dire que quand le système de sécurité ils disent on va faire comme ça et comme ça, on leur dit oui, vous aviez recommandé avant le massacre ce type de recommandations. Donc on les prend avec des pincettes. Et Netanyahou lui-même, en effet, de son point de vue, a tiré les leçons, a eu beaucoup de débats avec les responsables des services de sécurité au début de la guerre. Il a nommé à la tête du Mossad et du Shin Bet des gens qui viennent en dehors de ces institutions parce qu'il veut renouveler les systèmes. Est-ce qu'il y a un manque de confiance dans le monde politique de manière générale? Je pense que oui, mais selon les sondages, on va probablement réélire les mêmes personnes. Le système politique ne s'est pas renouvelé. Et il faut le dire, d'abord et avant tout, Netanyahou n'a même pas dit les mots « je suis responsable », sans parler du fait qu'il n'a pas démissionné. Il n'a même pas dit les mots « je suis responsable de cela, du massacre ». Est-ce que ça aura des conséquences pendant les élections? On verra. Les élections, juge de paix, effectivement, de ce dossier. Merci beaucoup, Ariel Kahana, de parti pris d'un ténor du journalisme israélien. Merci encore à vous avec la traduction de Gisèle Abazon. Toujours plus d'infos dans la grande édition. C'est parti pour l'info chrono. Après Tel Aviv, la mobilisation contre la criminalité dans la société arabe se déplaçait vers Jérusalem aujourd'hui. Rassemblement ce dimanche dans la capitale. Des convois de protestation partis des 4 coins du pays. Une demande, celle d'une réponse ferme des autorités face à l'explosion de la violence meurtrière qui déchire, on le sait, la minorité arabe. L'ancien député Jamal Zakhalka a dénoncé l'emprise croissante des organisations criminelles qu'il considère comme un État dans l'État. 252 morts l'an dernier, record absolu, et déjà 38 depuis le début de cette année, plus d'un par jour. Les organisateurs du mouvement prévoient pour bientôt une grève de 3 jours dans les localités arabes du pays. La mauvaise surprise pour l'équipe israélienne olympique de bobsleigh. Les épreuves pour leur discipline n'ont pas encore commencé à Milan-Cortina, que les sportifs ont été victimes d'un cambriolage. Passeports, valises, équipements sportifs, chaussures, mais aussi plusieurs milliers de dollars en liquide. Tout cela dérobé donc dans l'appartement utilisé par certains des athlètes israéliens. Pas de quoi entamer la motivation de l'équipe qui a immédiatement repris l'entraînement. C'est la première fois, on le rappelle, qu'Israël participe à la compétition olympique de bobsleigh. Et puis la compagnie El Al qui étend son offre offensive spectaculaire avec l'annonce de 9 nouvelles destinations, une première depuis le déclenchement de la guerre. L'Asie d'abord, Séoul, Hanoï et Manille. En Europe, des vols vers la Sardaigne, la Croatie, la Sicile et la Suisse. On note au passage le grand retour du transporteur israélien à Copenhague au Danemark. C'est une première depuis 2001. Un peu de patience, certaines de ces destinations ne seront disponibles que dans un an. Et puis côté budget, comptez tout de même $900 pour l'aller-retour au Vietnam. Le top départ maintenant pour notre nouveau dossier de la semaine. Thème qui suscite l'admiration des uns, l'incrédulité des autres et puis la jalousie de certains. On va vous raconter l'épopée économique d'Israël. Un pays qui ne se contente pas de survivre au choc, mais qui se renforce grâce à eux précisément. On va donc vous emmener cette semaine à la frontière entre le rationnel et l'irrationnel. Comment un pays cumulant les contraintes politiques, géopolitiques, géographiques, climatiques a su transformer le désert en oasis, a pu construire un modèle de performance économique sur la base de ressources à première vue limitées, du communisme des kibbutz au libéralisme anglo-saxon de Tel Aviv, récit d'une incroyable mutation, et c'est signé Mathieu Winding. Israël est souvent présenté comme la Startup Nation, un miracle technologique, une économie innovante tournée vers l'avenir. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce modèle n'a rien d'évident. Car en 75 ans, Israël a changé de peau plusieurs fois.
Au départ, l'économie israélienne repose sur une utopie, celle du collectivisme. Dès les années 1910, à Degania, Meravia, les kibbutzim incarnent un idéal d'égalité radicale, travail en commun, propriété partagée, solidarité totale. Un héritage socialiste, parfois même proche du marxisme, dans un pays en construction quelques décennies avant l'indépendance. Puis vient l'État-providence. Israël planifie, encadre, investit. Nous sommes au cœur des années 50. L'État devient un moteur, logement, emploi, industrie stratégique. C'est un capitalisme d'État pensé pour survivre dans un environnement hostile. Mais dans les années 80, tout vacille. Hyperinflation, crise monétaire, dévaluation brutale du shekel. En 1985, Israël est au bord de l'asphyxie économique. Le pays adopte un tournant décisif, un plan de stabilisation radicale qui marque le début d'une libéralisation rapide. Privatisation, ouverture au marché, montée de la finance, Israël bascule progressivement vers un modèle plus anglo-saxon, plus entrepreneurial, plus compétitif, mais parfois plus inégalitaire. Paradoxalement, l'État et l'armée continuent de jouer un rôle central. Tzahal devient un incubateur, propose des formations, l'innovation et des réseaux. C'est un mélange unique mêlant libéralisme économique et stratégie nationale permanente. Alors que reste-t-il aujourd'hui de toutes ces époques ? Israël a-t-il conservé la solidarité du socialisme, l'efficacité du marché et la puissance d'un État bâtisseur ? Peut-être est-ce cela le secret de son économie caméléon, une capacité rare à s'adapter, à apprendre à se transformer sous pression, un miracle ou une économie antifragile ? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi nous avons choisi ce terme d'antifragilité. Transformer la contrainte, l'épreuve en tremplin pour aller de l'avant. Et c'est l'étape définition ce soir avec vous, Mathieu Winding. Bonsoir Mathieu, merci pour ce dossier. Alors un terme qu'on doit à un essayiste américano-libanais, et qui semble s'appliquer parfaitement au cas d'école donc, de l'économie israélienne. Oui, David, le concept a été forgé par Nassib Nicolas Taleb. Cet ancien trader est devenu prof d'ingénierie du risque à l'Université de New York. Et en tant qu'auteur à succès fasciné par la volatilité, il a forgé cette idée et ce néologisme d'antifragilité qui désigne un système qui non seulement résiste aux crises, mais se renforce grâce à elle. Et c'est une grille parfaite pour l'économie israélienne qui fait face et transforme même l'adversité, que ce soit les guerres, les vagues d'immigration massive et inattendue, les pénuries, les crises financières et monétaires. Dans les années 80, Israël traverse une crise financière, une période d'hyperinflation étouffante. Et en réponse à la crise, le plan de stabilisation de 1985 est créé. Ensuite, c'est l'ouverture économique. Alors, autre exemple, l'absence en Israël de ressources naturelles. Et donc, un peu comme la France de Giscard, Israël n'a pas de pétrole, mais il a des idées. Donc, elle transforme en avantage stratégique le capital humain, la recherche et l'innovation. Donc, l'armée aussi a un rôle inattendu. Tzahal devient un incubateur technologique, un accélérateur de start-up, et notamment dans la cybersécurité. On peut comparer ce modèle à d'autres économies, comme la Corée du Nord ou Singapour, qui ont tout misé sur l'innovation. Corée du Sud, quand même. Corée du Nord. Pardon, David. Donc, et à l'inverse, certaines économies comme les États pétroliers qui misent tout sur une seule ressource, elles ont beaucoup de mal à faire face à l'adversité. Donc Israël, lui, apprend à faire l'inverse, à diversifier, rebondir et inventer. Et donc, voilà, le cœur du miracle israélien, c'est souvent d'agir grâce à la contrainte. Voilà, donc effectivement, c'est l'illustration au quotidien de ce concept d'antifragilité en Israël. Merci beaucoup, Mathieu Winding. Alors avec nous ce soir, le docteur Fabien Ababou, un expert. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes docteur en économie, diplômé de la Sorbonne et ancien professeur des grandes écoles. Vous avez notamment conseillé le gouvernement français à l'époque de Giscard, on en parlait à l'instant, et vous avez beaucoup travaillé sur cette évolution économique d'Israël. Alors quand on regarde l'histoire économique d'Israël, est-ce qu'on peut dire que le pays, quelque part, a expérimenté toutes les grandes doctrines économiques en accéléré ? Oui, d'abord, bonsoir David. Effectivement, ce qui est extrêmement caractéristique de l'économie israélienne, c'est sa capacité de s'adapter et d'intégrer l'ensemble des systèmes, quel que soit le système civilisationnel. Je prends un exemple. En 1948, c'était disons, Ben Gourion et le MAPAM et le parti, on dirait communiste en Israël. Ils ont développé les kibbutzim, évidemment les moshavim, à peu près sous la même forme que les sovkhozes et les kolkhozes russes. Mais la force d'Israël, c'est d'essayer d'avoir réussi à prendre ce qui était bien dans ce système et de l'intégrer dans un tout petit pays avec des capacités qui étaient à l'époque, en 1948, extrêmement limitées.
Et ce qui a donné ce ferment de croissance, c'est la volonté de réussir. Et l'armement, le fait qu'Israël ait été et soit encore aujourd'hui en prise de très nombreux ennemis, a porté, si vous voulez, comme disait l'économiste américain Joseph Schumpeter, a porté l'innovation à partir de ce ferment qui est le militaire. Et cette adaptation du militaire au civil est très caractéristique de l'économie israélienne. Israël a été capable, depuis 1948 et particulièrement depuis 1967, après l'embargo du général de Gaulle, a été capable d'intégrer dans son économie à la fois le militaire, les organismes de production, les entreprises, et surtout le savoir-faire, l'innovation. Et comme disait M. Schumpeter, l'innovation, c'est le point central de la croissance économique. Donc l'adversité, voilà, en 2 mots, l'adversité qui a permis à Israël justement de tirer parti aussi de ses expériences, si on peut dire, chacune de ces étapes, avec le recul, s'est avérée au moins en partie bénéfique. En 2 mots. Absolument. Absolument. Israël a été capable de passer en quelques dizaines d'années ce que les autres pays, un pays comme la France ou même l'Angleterre, ont passé pendant 300 ans. Pendant 300 ans, Israël, en quelques dizaines d'années, est passé du communisme au socialisme, du socialisme à partir des années 70 à une certaine forme de libéralisme. À partir des années 80-90, alors là, Israël est devenu une véritable nation step-up, c'est-à-dire véritablement la capacité, grâce à l'armement, vous voyez, en Europe, vous avez par exemple comme fer de lance, comme effet de levier, comme on dit en économie, vous avez la construction, vous avez l'immobilier. En Israël, on a non seulement l'immobilier, mais surtout l'armement. Donc la capacité d'adaptation très impressionnante effectivement d'Israël à ces contraintes. Absolument, impressionnant. Merci beaucoup à vous. La capacité de transformer la recherche, développement, en recherche appliquée. Voilà, le lien très rapide, effectivement, les circuits très courts en Israël. Merci beaucoup à vous, Dr Abobou, pour cet éclairage passionnant. Allez, autre chose, on va profiter de la présence de notre éditorialiste ce soir pour évoquer certaines actualités importantes du moment. Bonsoir, Michaël Darmon. Merci d'être avec nous ce soir. Ravi de vous avoir. Alors, Jean-Noël Barrot, d'abord, c'est le ministre français des Affaires étrangères qui était en tournée stratégique ces derniers jours au Moyen-Orient. On voulait faire le bilan avec vous de cette tournée, mais est-ce qu'il y a matière à bilan vraiment, au vu des difficultés de la France en ce moment à peser dans la région ? Alors déjà, la première interrogation, c'est sur la terminologie de tournée stratégique. On a cherché effectivement en quoi la tournée était stratégique, ou bien tout simplement la stratégie correspondait-elle au besoin de pouvoir être présent, de montrer une présence dans un moment effectivement où les processus échappent, en tout cas de manière assez puissante aux Européens et en particulier aux Français. Alors, j'ai regardé précisément aussi la conférence de presse donnée par le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, à Beyrouth. C'est assez intéressant puisqu'il a évoqué l'ensemble des enjeux régionaux en prenant soin d'éviter absolument donc, le terme et le mot État d'Israël, en parlant pudiquement, selon lui, du voisinage du Liban et en rappelant à quel point la France se tenait aux côtés du Liban pour la sécurité, le désarmement, le processus de désarmement de Hezbollah et remettre la souveraineté du Liban en route. Autant de processus qui sont effectivement en route depuis l'élection du président Aoun, mais qui, pour les Français aujourd'hui, ne sont pas effectivement, je dirais, fer de lance dans ce processus-là. Effectivement. Alors, Michaël, autre actualité brûlante, c'est l'affaire dite des fichiers Epstein. Sombre dossier, et puis peut-être un crépuscule politique bien triste pour certaines figures, y compris en France. Alors effectivement, bien loin de tout ce que vous avez évoqué depuis le début de cette édition, avec les éléments, les mouvements de plaques tectoniques, géopolitiques très importantes. Vous avez effectivement en France et au-delà donc de la France, c'est bien entendu dans le monde, les remous, je dirais même les remugles de cette affaire Epstein qui provient, une fois de plus, rappelons-le, des millions et des millions de documents qui ont été lâchés par le département donc, américain de la justice, de manière, au fond, à respecter cette tradition de l'éclaboussure générale pour peut-être montrer que le président Trump n'était pas aussi impliqué que ça dans ses relations multiples avec donc Jeffrey Epstein. Il n'empêche que ça, effectivement, comme vous l'avez dit, ça vient télescoper une figure de la politique française depuis maintenant presque 40 ans, c'est-à-dire Jack Lang, actuellement
jusqu'à encore il y a quelques jours, 48 heures, président donc, de l'Institut du monde arabe, qui a dû démissionner parce que ces documents révèlent les très nombreuses relations depuis des années avec Jeffrey Epstein, et également de sa fille, avec le financier américain qui s'est suicidé, prédateur sexuel. Et de ce point de vue-là, il a été obligé de démissionner. C'est un crépuscule politique pour celui qui a été un des piliers de la Mitterrandie, qui a lancé la fête de la musique mondialement connue et qui est resté un ministre inamovible tout en étant récemment, depuis des années, le patron de l'Institut du monde arabe. L'ouverture d'une procédure financière, une procédure d'enquête financière par le parquet national financier a précipité les choses il y a 48 heures. Une longue page qui se tourne n'est pas forcément de la meilleure des manières pour lui. Merci beaucoup, Michaël Darmon, pour cet éclairage ce soir. Et c'est l'heure de la séquence reportage à présent. Et si c'était cela la meilleure réponse au 7 octobre, faut-il s'étonner d'assister à une explosion de la demande de logement dans les localités du pourtour, et oui, de la bande de Gaza. Yad Mordechai, Zikim, Mefalsim, des kibboutz meurtris par les attaques du Hamas, mais qui affichent aujourd'hui des listes d'attente complètes. Vous allez le voir, à Ofakim, par exemple, les ventes d'appartements neufs ont bondi de près de 400% en un an, portées par des investissements massifs et une vraie volonté surtout de renouveau. La région est plus attractive que jamais. Immersion avec Tal Sabag et Eric Fendler. אהלן, ברוכה הבאה ליד מרדכי הגשומה. אחרי הרבה מאוד זמן שרציתי לעבור לעוטף, חיפשתי במשך הרבה מאוד זמן לאן לעבור. לא היה בארז ולא היה בגבים, לא היה בשום מקום. כאילו, מקום, ובכל מקום גם הייתה רשימת המתנה מטורפת. יד מרדכי זה הקיבוץ נראה לי חמישי שפשוט פניתי אליו. אביתר אינו היחיד שהתקשה למצוא דירה בקיבוצים בצפון עוטף עזה. מאז סיוטי המלחמה הם נמצאים בתפוסה מלאה ולמעלה מכך. את אחרי דיור במפלסים, נכון? מפלסים. רציתי לדעת אם יש אצלכם איזשהו משהו פנוי שאפשר להשכיר. לא, ממש עד אוגוסט, ספטמבר, כל הדירות מוזכרות, אין לנו שום דבר פנוי. אני מתקשרת כי הבנתי שאתה אחראי על דיור בזיקים, נכון? נכון. ורציתי לדעת אם יש איזה משהו פנוי. כרגע אין שום דבר על הפרק. שום דבר פנוי? להשכיר? כלום? לא. ונראה שהמגמה הזו רק מתרחבת. אהלן, מעניינים דביר. קל, נעים מאוד. בואי, אחריי. דירה שמה? יאללה, מפה. ניסה קצת מסובכת. מפה הדירה. ברוכים הבאים למרוני הצנוע, נבטיים מדיז. לפני כמה זמן התחלת את החיפוש אחר דירה בצפון העוטף? אז האמת שאני יחסית טרי. הייתי אומר שהתחלתי אקטיבית לפני חודש-חודשיים, ומסתבר שזה לא כזה קל למצוא דירה. במקרה לגמרי מצאתי סאבלט לחודשיים בקיבוץ דורות, אז כן, אני אכנס לחודשיים בדורות, לנסות לראות איך זה יהיה. אז איך דווקא האזור שספג מכה איומה כל כך ב7 באוקטובר, ובמלחמה שבאה בעקבותיו מבוקש כל כך? זה מבורך, כי אנשים רוצים לבוא לפה, והחבל בתנופת שיקום וצמיחה. יש סנטימנט רחב עכשיו של עשרות אלפי צעירים שאומרים, אנחנו רוצים לבוא לחיות בעוטף. אנחנו מדברים על למעלה מ300 שעברו לפה בשנה וחצי האחרונות. זה חלק מהתנופה של דור שבא ואומר, אנחנו קמים במשבר, לוקחים אחריות, וחיים כאן כדי לעשות. לפי נתוני הלמ"ס, בחבל תקומה מתגוררים כיום יותר תושבים משהיו בו לפני 7 באוקטובר. וזה כאשר התושבים של 5 קיבוצים שונים עדיין לא חזרו לביתם. יש כן עלייה בביקושים וכן אני צופה עלייה בביקושים בצורה מתונה. באופקים היה ממש מלפני 7 לאוקטובר, שנת 23 היו 494 דירות חדשות שנמכרו. בשנת 24 היה קפיצה של 365%, שזה קפיצה דרמטית של 2,098 יחידות שנמכרו. בגלל שהמדינה משקיעה שם, בגלל שהמשקיעים רואים שהמדינה משקיעה שם, רואים שהמדינה מנסה לטפל בנושא של הביטחון, והמחירים שם אטרקטיביים. זה אומנם לא צריך להפתיע, אבל הצעירים עדיין נמשכים לקיבוצים ולאיכות החיים שם.
קהילות מחבקות ומרחבים ירוקים. אז יד מרדכי קיבוץ מדהים, עם אנשים מדהימים, עם היסטוריה מדהימה. יש פה תרבות מדהימה, כל הזמן יש פה הרצאות ופסטיבלים וסדנאות, וכן, באמת, יש פה הכל, ממש לא חסר פה שום דבר. מ-7 באוקטובר עשיתי בערך 200-250 ימי מילואים בעזה, בהתחלה בגזרה הצפונית, אחרי זה בגזרה במרכז, וזה גם מה שגרם לי סוג של להתאהב באזור, בעוטף עזה. זה פשוט יכול להיות גן עדן. ובתקווה שבשנים הקרובות זה יהיה ככה. אז הצלחתי לזהות את זה במילואים, ואני חושב שכבר רואים את זה עכשיו. בקיבוצים שבדרום העוטף מתכוננים להמשיך ולחבק את הדור החדש של הצעירים, שחולמים לגור ולפתח את האזור עוד יותר. מעבר לזה שאיבדנו אנשים חשובים ויקרים לנו, ואנחנו צריכים להגדיל את הקהילה שלנו, אנחנו גם זקוקים לדם חדש. ואנחנו מקווים שבאמת שיבואו אנשים וירצו לקחת חלק בתהליך השיקום, בתהליך הצמיחה. יש לנו פה שכונה חדשה, יש לנו כרגע גם כן עדיין 6 בתים פנויים. לכיוון הזה, כעיקרון מתוכננת עוד בנייה, יש פה תשתיות. עוד, כל פעם 12 יחידות כאלה, עד הסוף. סך הכל אמור להיות פה 52 יחידות. אתה צריך לבוא לפה באמונה שלמה, כמו שאמרתי, ולהתחבר למקום. מי שעובר לעוטף או מי שגר בעוטף זה זן אחר של אנשים. אנשים סופר חברותיים, סופר מחוברים למשימה. אני בעצם כשהייתי בן 16 הכרתי בחור שקוראים לו נטע אפשטיין, שגם נרצח ב7 באוקטובר. אמר לי, אביתר אחי, צריך שתעברו לעוטף, צריך אנשים צעירים בעוטף. התפיסה הזאת שאיפה שאני גר זה ממש, כאילו זה משימה. זאת אומרת, אני גר פה ואני עושה איזה משהו גדול, זה משהו שכאילו, אני חושב, נטע, אני לקחתי את זה מנטע, זיכרונו לברכה, אבל כל אחד שגר פה ממש אני חושב מרגיש את זה, וברגע שאתה נמצא פה אז יש איזשהו אחווה כזאת, של אנחנו עושים יחד משהו גדול, ואנחנו גם חיים את חיינו. Et voilà, reconstruire et penser les blessures du 7 octobre. Un immense merci d'ailleurs à Eric Fendler pour cette adaptation. Allez, comme chaque semaine, comme chaque dimanche, notre page santé. Vous le savez, les conseils d'un expert pour mieux comprendre et prévenir certaines pathologies très actuelles. Et bien ce soir, gros plan sur le mélanome, c'est important et c'est bien sûr le docteur Joseph Zrien qui est là pour nous et pour vous. Bonsoir docteur, merci à vous, consultant médical i24 News. Alors d'abord, question de définition, le mélanome c'est quoi ? Écoutez, c'est important. Ce soir, c'est un sujet important. Nous sommes au cœur de la philosophie de la page santé, comme nous l'avons pensé. Informer, prévenir, soigner, accompagner, et vous allez comprendre pourquoi. Le mélanome, c'est une tumeur maligne de la peau qui est développée à partir d'une cellule qui s'appelle le mélanocyte et qui fabrique la mélanine. Ce cancer représente 10% des cancers de la peau, mais c'est le plus agressif. 80% des cas de mélanome apparaissent sur une peau saine et 20% sur des grains de beauté, ce qu'on appelle un névus. Mais j'insiste, plus de 90% de guérisons sont possibles si le mélanome est traité au début, d'où l'importance du diagnostic précoce. Quelques chiffres, en France, 18 000 cas par an, en Israël, 2 000 cas par an. 50% des cancers de la peau sont liés à une surexposition solaire. Alors justement, quels sont les signes à surveiller et puis aussi les facteurs de risque ? C'est ce qu'on se demande. Écoutez, les symptômes sont connus maintenant et il faut les rappeler. Apparition d'une petite tache de diamètre supérieur à 6 mm, aux bords irréguliers, asymétriques et avec des couleurs inhomogènes ou une modification rapide d'un grain de beauté. Il y a une règle, A, B, C, D, E. A pour asymétrie, B pour bords irréguliers, C pour couleur inhomogène, D pour diamètre supérieur à 6 mm et E comme évolution. Quant aux facteurs de risque, eh bien, ce sont les personnes qui ont plus de 50 grains de beauté, les gens qui ont une peau très claire ou très sensible au soleil, une exposition solaire répétée, les personnes de plus de 50 ans, l'usage des cabines UV, la prise d'immunosuppresseurs et les antécédents familiaux de cancer de la peau. Alors, côté traitement, docteur, où on en est aujourd'hui ? Au traitement, nous avons fait d'énormes progrès. Nous avons bien sûr... Tout dépend du stade de découverte, mais la plupart du temps, la chirurgie d'exérèse, qui est le traitement de référence, donne d'excellents résultats. Et la plupart des cas, quand ils sont pris d'emblée avec une chirurgie, donnent d'excellents résultats après. La radiothérapie, la chimiothérapie, et aujourd'hui, nous avons des nouvelles thérapies, comme l'immunothérapie, qui est un traitement majeur, et les thérapies ciblées. Mais j'insiste, et c'est le plus important, dans le traitement, c'est la prévention. Elle est capitale et essentielle. Porter des vêtements couvrants,
limiter drastiquement l'exposition au soleil, éviter absolument les UV artificiels en cabine, rester à l'ombre et appliquer une crème solaire d'indice 50 avant l'exposition et renouveler toutes les 2 heures. En conclusion, la prévention est essentielle. C'est notre meilleur bouclier. Surveillance de la peau et contrôle une fois par an des grains de beauté chez un dermatologue. C'est une infection redoutable, mais avec une protection adaptée et un dépistage précoce, nous avons des résultats excellents. Vigilance, prévention sont nos meilleurs alliés contre le mélanome. Donc, votre santé est ce que vous avez de plus précieux, mesdames, messieurs, sachez en prendre soin. Voilà, prévention, en 2 mots, c'est vrai qu'on est en Israël, il y a du soleil, on est tous plus ou moins bronzés, certains plus que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri. Tout le monde est concerné par cette... Tout le monde est concerné, surtout les personnes qui ont les peaux claires, mais il y a un capital peau qu'il faut respecter et il est très très important de ne pas s'exposer longtemps au soleil. En 2 mots, un hommage rapidement que vous Oui, rapidement. Je voudrais rendre hommage ce soir à une personne qui a disparu et qui est une personne très importante, c'est la Mensch. Je parlais d'Eli El-Alouf, qui a été Chaver Knesset, qui a été président de la Commission des affaires sociales, qui a été Pras Israël et qui a toute sa vie lutté contre la pauvreté, contre la misère en Israël. Il a permis à des centaines de milliers d'enfants de se nourrir. Il a travaillé pour les Olim. Et c'est également l'occasion de rendre hommage à son frère, Edmond El-Alouf, qui est un grand, grand responsable communautaire, qu'il a rejoint ce soir. Il le mérite. Ce sont 2 modèles et 2 exemples qu'il repose en paix. Et que il le mérite. Soit béni. Merci docteur. Et autre hommage justement à l'une des légendes, cette fois-ci de la scène musicale israélienne, c'est Mati Kaspi qui s'est éteint ce dimanche à l'âge de 76 ans des suites d'une maladie. Chanteur, compositeur, arrangeur, il restera l'un des artistes centraux du pays durant quasiment 6 décennies et il laisse derrière lui un héritage impressionnant et une influence profonde sur la culture musicale israélienne. On se quitte en musique, très bonne soirée à tous sur Act 20.